Il avait passé des années à étudier le cerveau humain, des années à disséquer des modèles, à lire des thèses, à remplir des carnets entiers de notes serrées. Et un soir, assis dans l'obscurité de son bureau, il s'est posé une question si simple qu'elle l'a paralysé sur sa chaise. Où suis-je en ce moment précis? Pas dans quel pays, pas dans quelle ville. Mais lui, sa conscience, cette voix intérieure qui observait ses propres pensées comme un spectateur au théâtre, où était-elle physiquement logée dans l'univers? Et voilà ce qui est fascinant, ce qui donne ce léger vertige que tu commences peut-être à ressentir quelque part derrière les yeux en ce moment même. Personne ne lui a jamais vraiment répondu. Pas les neuroscientifiques, pas les philosophes, pas les physiciens. Et si la réponse à cette question changeait tout ce que tu crois savoir sur toi-même, sur la mort, sur ce que signifie exister dans un cosmos de 14 milliards d'années-lumière de profondeur? Reste là. Parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes, c'est l'une des questions les plus vertigineuses que la science ait jamais osé poser. Et si tu repars sans avoir entendu la fin, tu repars avec la moitié d'une carte dans un labyrinthe infini. Richard Feynman aimait dire qu'un scientifique honnête devait être capable de vivre avec l'incertitude sans s'effondrer. Il aimait aussi dire que les questions les plus stupides en apparence sont presque toujours les plus profondes. Et celle-ci, où existe réellement ton esprit, est peut-être la plus stupide et la plus profonde de toutes. Alors voilà, imagine une nuit ordinaire. Tu es allongé dans ton lit, les yeux ouverts dans le noir, et tu t'observes toi-même en train de penser. Tu penses au fait que tu penses. Il y a quelque chose d'étrange là-dedans, une sorte de boucle, comme deux miroirs posés face à face qui créent un corridor infini. Et tu te demandes, est-ce que cette chose qui observe, cette conscience, ce fil invisible qui relie toutes tes expériences depuis l'enfance jusqu'à maintenant, est-ce qu'elle est quelque part dans ton crâne? Est-ce qu'elle flotte entre les neurones comme une flamme entre des bougies? Ou est-ce qu'elle est autre chose entièrement? Feynman aurait adoré cette question. Pas parce qu'il avait la réponse, mais précisément parce qu'il ne l'avait pas. Et pour lui, c'était le plus beau cadeau qu'un problème pouvait offrir. Aver, laisse-moi te camper le décor humain avant d'aller plus loin. Tu es assis là, ou debout, ou peut-être en train de marcher avec tes écouteurs. Il fait peut-être chaud, peut-être froid sur tes avant-bras. L'air a cette légèreté ou cette pesanteur particulière que tu connais bien. Tu respires sans y penser, ton cœur bat sans que tu le lui demandes. Ton corps entier fonctionne comme une machine cosmique d'une complexité absolument insensée. Et toi, tu es là, quelque part là-dedans, à regarder tout ça se dérouler. Tu n'as pas demandé à exister. Tu n'as pas choisi le siècle, la planète, la galaxie. Tu t'es retrouvé ici, dans ce fragment de temps et d'espace, avec cette chose remarquable qu'on appelle une conscience. Et le cosmos, lui, continue. Les étoiles brûlent à des milliards de kilomètres. Des galaxies entières se traversent en silence depuis des milliards d'années. Des astéroïdes dérivent dans le vide absolu, sans aucun regard pour nos questions métaphysiques. Et toi, tu es là, sur ce grain de poussière cosmique, en train de te demander où tu es. C'est magnifique, non? Et c'est aussi un peu terrifiant. Si tu trouves cette question aussi bouleversante que lui, si tu ressens ce léger vertige au niveau des tempes quand tu essaies de localiser ta propre conscience, alors laisse un commentaire en bas. Dis-lui simplement « Je suis là », parce que ça, c'est déjà une affirmation philosophique d'une puissance remarquable. Et abonne-toi, parce que cette conversation ne fait que commencer et les prochaines vidéos vont encore plus loin dans ce corridor de miroirs. Maintenant, voilà où ça devient inconfortable. La question de l'esprit n'est pas juste une jolie question de café du dimanche matin, c'est une question de survie, pas survie individuelle, survie de l'espèce. Et Feynman, s'il était là à côté de toi en ce moment, il te dirait probablement avec ce sourire en coin qu'il avait toujours. Si on ne comprend pas ce qu'on est, comment peut-on savoir ce qu'on cherche là-haut? Parce que c'est là que les deux questions se fusionnent de façon explosive. La question de l'esprit et la question du cosmos. Où suis-je et jusqu'où puis-je aller? Voici ce que la science sait avec une relative certitude. Ton cerveau contient environ 86 milliards de neurones. Chacun de ces neurones peut former jusqu'à 10 000 connexions avec d'autres neurones, ce qui donne un réseau d'environ 100 000 milliards de connexions synaptiques. Pour te donner une idée de l'échelle,
Il y a moins d'étoiles dans la Voie lactée, notre galaxie, que de connexions synaptiques dans un seul cerveau humain. Laisse ça s'installer un instant dans tes mâchoires, parce que c'est là que tu risques de le sentir physiquement, cette tension légère dans les muscles de la mâchoire quand quelque chose de trop grand essaie d'entrer. 100 000 milliards de connexions. Et de tout ça, de toute cette machinerie électrochimique, d'une complexité quasi cosmique, émerge quelque chose que les scientifiques n'arrivent tout simplement pas à expliquer, l'expérience subjective. Le fait que tu as l'impression de ressentir quelque chose de l'intérieur. Le rouge de la tomate n'est pas juste une longueur d'onde de 620 nanomètres pour toi, c'est du rouge, avec tout ce que ce mot évoque, avec la chaleur, avec la mémoire, avec la sensation. Ça, les neurosciences ne savent pas l'expliquer. Pas encore, et c'est ce que le philosophe David Chalmers a appelé le problème difficile de la conscience. Pas le problème de savoir comment le cerveau traite l'information, ce qu'on commence à comprendre assez bien, mais le problème de savoir pourquoi ce traitement est accompagné d'une expérience intérieure. Pourquoi il y a quelque chose que ça fait d'être toi et pas juste un traitement d'information dans le vide. Feynman n'était pas particulièrement tendre avec la philosophie quand elle tournait en rond. Mais ce problème-là, il l'aurait respecté, parce qu'il est réel, précis, et refuse obstinément de se laisser réduire à une formule simple. Alors voilà la vraie question. Est-ce que ton esprit est ton cerveau? Est-ce que la conscience est juste un effet secondaire de l'électrochimie neuronale, comme la chaleur est un effet secondaire de la combustion? Ou est-ce que c'est quelque chose de plus, quelque chose que la physique actuelle ne peut pas encore saisir? Espera. Parce que là, on entre dans un territoire qui va te mettre vraiment mal à l'aise. Il existe dans l'histoire de la médecine des cas qui défient toute explication propre. Des cas documentés, publiés dans des journaux scientifiques révisés par des pairs. Le cas de Pam Reynolds, par exemple. En 1991, cette femme américaine a subi une opération chirurgicale d'une rare complexité sur un anévrisme cérébral géant. Pour opérer, les chirurgiens ont dû arrêter complètement son cerveau. Corps refroidi à 16 degrés Celsius, activité cérébrale nulle sur l'électroencéphalogramme, aucun battement cardiaque. Cliniquement, pas juste morte, mais désactivée comme on éteint un ordinateur. Et pendant cette période où son cerveau ne produisait strictement aucune activité électrique mesurable, elle a décrit une expérience. Elle a décrit avoir observé son opération de l'extérieur. Elle a décrit la scie chirurgicale utilisée, son son particulier, la façon dont les chirurgiens parlaient entre eux, des détails qu'elle ne pouvait pas connaître. Des détails vérifiés ensuite par l'équipe médicale. Maintenant, Feynman te dirait immédiatement « méfie-toi, les anecdotes ne sont pas des preuves ». Le cerveau est une machine extraordinairement complexe à avoir des hallucinations au moment de la mort, et il peut enregistrer des informations à des niveaux qu'on ne mesure pas encore bien. Il aurait raison de dire ça. Et pourtant, il aurait aussi dit « mais regarde quand même ». Parce que si un seul cas résiste vraiment à toutes les explications ordinaires, alors la question reste ouverte. Et des cas comme celui-là, il y en a des dizaines. Des centaines même catalogués par des chercheurs comme le cardiologue hollandais Pim van Lommel, qui a publié en 2001 dans le journal médical The Lancet, l'une des publications scientifiques les plus rigoureuses au monde, une étude sur 344 patients réanimés après un arrêt cardiaque. 18% d'entre eux avaient eu des expériences de mort imminente avec une cohérence troublante, sortie du corps, perception d'une lumière, rencontre avec des proches décédés. Et plusieurs d'entre eux avaient rapporté des détails précis et vérifiables de leur réanimation qu'ils ne pouvaient pas avoir perçus de l'intérieur de leurs corps inconscients. Qu'est-ce que ça signifie? Honnêtement, on ne sait pas. Et c'est là que la science, vraie science, celle que Feynman incarnait avec une passion presque violente, doit rester debout dans l'incertitude sans remplir les blancs avec des comptes. Mais ça soulève une question qui picote quelque part à la base du coup. Et si la conscience n'était pas complètement confinée au cerveau? Et si le cerveau était moins le générateur de la conscience que le récepteur? Dejam pensar un momento. Parce que cette métaphore que Feynman aurait peut-être utilisée avec un geste vague de sa main, c'est l'idée que le cerveau fonctionne comme un poste de radio. La radio ne génère pas la musique, elle la reçoit et la traduit en son.
Et quand tu casses la radio, la musique ne disparaît pas, elle cesse juste d'être accessible à travers cet appareil précis. C'est une idée qui circule depuis longtemps dans certains coins de la philosophie de l'esprit. William James, l'un des fondateurs de la psychologie américaine, l'a suggéré déjà au XIXe siècle. Et aujourd'hui, des physiciens comme Sir Roger Penrose et l'anesthésiste Stuart Hameroff ont développé une théorie radicale, la théorie de la réduction objective orchestrée ou OR. Selon eux, la conscience ne serait pas un simple effet électrochimique du cerveau, mais émergerait de processus quantiques se produisant dans des structures microscopiques à l'intérieur des neurones appelées microtubules. Et là, on touche à quelque chose qui donne réellement le vertige. Si la conscience est liée à des processus quantiques, alors elle est potentiellement liée aux règles les plus fondamentales de l'univers. Pas juste à la biologie, pas juste à la chimie, mais à la physique quantique. Au niveau où les particules existent dans plusieurs états à la fois avant d'être observées. Au niveau où l'espace et le temps eux-mêmes commencent à perdre leur sens ordinaire. Feynman connaissait la mécanique quantique mieux que presque n'importe qui d'autre sur cette planète. Il l'a expliqué, vulgarisé, révolutionné. Et il était le premier à dire « La mécanique quantique est profondément bizarre ». Pas bizarre comme une blague bizarre, bizarre comme quelque chose qui contredit chaque intuition que ton cerveau a développée au cours de millions d'années d'évolution pour naviguer dans un monde à l'échelle humaine. En mécanique quantique, une particule peut être dans deux endroits à la fois avant qu'on la mesure. Elle peut être intriquée avec une autre particule à l'autre bout de l'univers, de façon à ce que ce qui arrive à l'une affecte instantanément l'autre, peu importe la distance. Einstein appelait ça l'action fantôme à distance et il détestait ça. Mais les expériences l'ont prouvé, ça existe. Et si la conscience est tissée dans cette réalité quantique, alors la question de savoir où elle se trouve physiquement devient soudainement beaucoup plus intéressante. Parce qu'en physique quantique, la question de la localisation est elle-même compliquée. Une particule n'est pas vraiment à un endroit précis avant d'être mesurée. Elle est dans une superposition d'états. Elle est, dans un certain sens, partout et nulle part, à la fois jusqu'au moment de l'observation. Qu'est-ce que ça fait à la notion d'esprit localisé dans un crâne, dans une ville, sur une planète? Ça la rend beaucoup moins évidente. Et maintenant, voilà où cette question privée, intime, existentielle, rencontre la question cosmique avec une violence presque physique. Puis, tu sais ce que dit la paradoxe de Fermi? C'est l'une des questions les plus terrifiantes de la physique moderne. Il y a dans l'univers observable environ 2000 milliards de galaxies. Chaque galaxie contient en moyenne plusieurs centaines de milliards d'étoiles. Une fraction significative de ces étoiles possède des planètes. Une fraction de ces planètes se trouve dans des zones habitables. Les calculs suggèrent qu'il devrait y avoir des millions, peut-être des milliards de civilisations potentielles dans l'univers. Alors où sont-elles? C'est le silence qui donne froid dans le dos, pas le bruit. On n'a rien entendu, pas un signal radio cohérent, pas une structure de Dyson détectée, pas un artefact artificiel croisé dans notre système solaire. Et pourtant, statistiquement, l'univers devrait être grouillant de vie intelligente. Ce silence s'appelle la paradoxe de Fermi, et ses implications sont parmi les plus troublantes de toute la cosmologie. Parce que l'une des hypothèses pour expliquer ce silence, l'hypothèse dite du grand filtre, suggère qu'il existe peut-être à un certain stade du développement d'une civilisation intelligente un obstacle insurmontable. Quelque chose qui l'anéantit ou la bloque avant qu'elle puisse se répandre dans l'espace. La grande question est-ce que ce filtre est derrière nous ou devant nous? Si le grand filtre est derrière nous, c'est-à-dire si l'obstacle difficile, c'était par exemple l'émergence de la vie complexe ou de la conscience elle-même, alors on est peut-être parmi les rares chanceux qui l'ont traversé. Et l'avenir est ouvert. Mais si le grand filtre est devant nous, si quelque chose attend toutes les civilisations à un certain stade de leur développement technologique et les détruit avant qu'elles puissent franchir les étoiles, alors on est peut-être en train d'approcher de ce filtre en ce moment même. Sans le savoir, en remplissant l'atmosphère de gaz à effet de serre, en accumulant des ogives nucléaires, en développant une intelligence artificielle dont on ne comprend pas encore les limites, en ne finançant pas assez les programmes spatiaux, en restant cantonné à cette seule petite planète bleue fragile. Et là, la connexion avec la question de l'esprit devient viscérale.
Si ton esprit, ta conscience, cette chose remarquable et mystérieuse qui émerge de 100 000 milliards de connexions, si cette chose est réellement quelque chose de précieux dans l'univers, peut-être même quelque chose de rare, peut-être même quelque chose d'unique dans la galaxie ou au-delà, alors la laisser s'éteindre faute de curiosité, faute d'ambition spatiale, faute de vision à long terme, ce n'est pas juste une tragédie humaine. C'est une catastrophe cosmique. Feynman le disait à sa façon, la nature ne se soucie pas de nos préférences, l'univers ne fait pas de cadeaux. Si une espèce ne se développe pas, ne s'adapte pas, ne s'étend pas, elle disparaît. Pas comme punition, pas comme jugement moral, mais simplement parce que c'est comme ça que ça marche. Et voilà ce qui rend cette question « Où est ton esprit ?» si urgente et si liée à tout le reste. Si la conscience est réellement quelque chose de fondamental dans l'univers, quelque chose qui pourrait être lié à la physique quantique, quelque chose qui pourrait survivre d'une façon ou d'une autre à la mort, biologique du cerveau qui la supporte, alors comprendre sa nature n'est pas juste un exercice académique. C'est une étape cruciale pour comprendre ce qu'on est, ce qu'on peut devenir, et pourquoi on devrait absolument quitter ce grain de poussière cosmique avant qu'une impulsion de chaleur solaire, un astéroïde mal orienté, ou notre propre stupidité collective ne l'efface pour toujours. Dejam Pensar un momento, laisse-moi te parler d'un homme qui a réellement vécu cette tension dans sa propre chair. Il était ingénieur aérospatial. Disons qu'il avait la quarantaine, des mains calleuses d'avoir monté et démonté des sondes pendant des années, l'odeur de métal et de circuits imprimés perpétuellement accrochés à ses vêtements de travail. Il dormait peu, il mangeait mal. Il vivait dans la certitude confortable que l'esprit était simplement le cerveau, que la conscience était un logiciel tournant sur un hardware biologique et que quand le hardware s'arrêtait, le logiciel s'arrêtait. Aussi. Simple, propre, efficace. Et puis son fils de 5 ans lui a posé une question un soir en regardant le ciel étoilé depuis le jardin de leur maison. Le petit garçon pointait vers une étoile particulièrement brillante et il a dit « Est-ce que les gens qui meurent vont vivre là-haut ?» L'ingénieur a ri doucement. Et il a commencé à lui expliquer que non, que les étoiles c'étaient des boules de gaz en fusion à des milliards de kilomètres, que les gens qui mouraient retournaient simplement dans la matière dont ils étaient faits. Il a commencé à expliquer ça avec toute la clarté raisonnée d'un homme qui a fait des études de physique. Et à mi-chemin de son explication, il s'est arrêté, parce qu'il ne savait plus si c'était vrai. Pas à 100%, pas avec la certitude honnête qu'un scientifique doit exiger de lui-même avant d'affirmer quoi que ce soit. Et cette nuit-là, il est allé lire Penrose, puis Chalmers, puis Van Lommel. Il a passé des semaines à explorer les frontières de ce que la science savait vraiment sur la conscience, sur son siège, sur sa nature. Et ce qu'il a trouvé, ce n'est pas une réponse. C'est quelque chose de beaucoup plus précieux, une ouverture, un espace où la certitude arrogante cède la place à la curiosité honnête. Et c'est exactement là que Feynman voulait que tu sois. Pas dans la certitude confortable du matérialiste qui dit « l'esprit c'est juste le cerveau, affaire réglée ». Pas dans la certitude confortable du mystique qui dit « l'âme est immortelle, pas besoin d'en savoir plus ». Mais dans cet espace inconfortable, fructueux, vertigineux, où tu ne sais pas encore et où tu continues de regarder. Avers, parlons maintenant de ce que la science est vraiment en train de découvrir sur les bords de cette question. L'une des approches les plus sérieuses actuellement est ce qu'on appelle le panpsychisme. Non, ce n'est pas une idée New Age. C'est une position philosophique sérieuse défendue par des penseurs comme le philosophe Philip Goff de l'université de Durham et qui a des racines profondes dans la philosophie occidentale depuis Spinoza. L'idée fondamentale est la suivante. Et si la conscience n'était pas une propriété émergente complexe qui n'apparaît qu'à un certain seuil de complexité neuronale, mais une propriété fondamentale de la matière elle-même, présente à des degrés divers à tous les niveaux de réalité physique. Comme la masse, comme la charge électrique, la conscience serait une propriété fondamentale que la matière possède, pas quelque chose qu'elle produit accidentellement à un certain niveau de complexité. Dans cette vision, un électron ne serait pas conscient comme toi tu es conscient, mais il aurait une forme infime, proto-expérientielle d'intériorité. Et à mesure que des systèmes de plus en plus complexes se construisent à partir de ces briques élémentaires, cette intériorité s'enrichit, s'approfondit, se complexifie jusqu'à atteindre quelque chose comme l'expérience.
humaine. Feynman aurait probablement levé un sourcil. Il était méfiant envers les idées qui ne sont pas falsifiables, qui ne peuvent pas être testées. Et le panpsychisme a longtemps souffert de ce problème. Comment le tester? Comment prouver qu'un électron a une quelconque forme d'expérience? Mais des chercheurs commencent à proposer des pistes expérimentales. Et l'intégration de cette hypothèse avec la physique quantique, via des travaux comme ceux de Penrose et Amroff, ouvre des possibilités de tests qui n'existaient pas encore il y a 20 ans. Et pendant ce temps, une autre branche de la recherche avance à toute vitesse, la neurologie de la conscience. L'Institut Allen pour la science du cerveau, par exemple, travaille depuis des années à cartographier les connexions neuronales avec une précision de plus en plus fine. Le projet Connectome Humain a pour ambition de dresser la carte complète de toutes les connexions synaptiques d'un cerveau humain. Un projet d'une complexité tellement vertigineuse qu'elle dépasse celle du projet Génome. Humain par plusieurs ordres de grandeur. Pourquoi faire ça? Parce que si la conscience émerge de la structure du réseau neuronal, alors comprendre cette structure en détail nous rapproche de comprendre comment et pourquoi la conscience apparaît. Et peut-être, un jour, de savoir si elle peut exister dans d'autres substrats que les neurones biologiques. Ce qui nous amène à l'une des questions les plus explosives de notre siècle. Est-ce qu'une intelligence artificielle peut être consciente, puis voilà la bombe? Feynman n'a pas vécu assez longtemps pour voir l'émergence des grands modèles de langage et des systèmes d'intelligence artificielle actuels. Mais sa façon de penser nous donne des outils pour aborder cette question. Si la conscience est un effet de la complexité et de l'organisation de l'information, alors il n'y a pas de raison a priori pour qu'elle soit limitée au substrat biologique. Si on peut créer un système artificiel avec la bonne architecture, la bonne complexité, les bons types d'interaction et de rétroaction, peut-être que quelque chose comme la conscience pourrait en émerger. Le philosophe John Searle a développé l'argument de la chambre chinoise pour montrer que la manipulation syntaxique de symboles, aussi complexe soit-elle, ne suffit pas à produire une compréhension sémantique réelle. Un programme qui manipule des caractères chinois selon des règles peut donner des réponses parfaites en chinois sans comprendre un mot de ce qu'il dit. Et Searle dit, de même, une intelligence artificielle peut simuler la compréhension sans la posséder. Mais d'autres, comme Daniel Dennett, répondent « Et toi, d'où tiens-tu ta certitude que tu comprends vraiment ?» Comment sais-tu que ton cerveau fait autre chose que de manipuler des symboles selon des règles, mais à une vitesse et une complexité telles que ça ressemble à de la compréhension de l'intérieur? Et là, on revient au point de départ avec une vitesse étourdissante. La question de savoir si une intelligence artificielle peut être consciente est exactement la même question que de savoir ce qu'est la conscience. Et on n'a toujours pas répondu. Maintenant, voilà pourquoi tout ça est d'une urgence cosmique. On est en train de créer des systèmes d'une complexité croissante sans comprendre ce que la conscience est ni les conditions de son émergence. On est en train de développer des technologies qui pourraient potentiellement donner naissance à des entités conscientes sans avoir la moindre idée de ce que ça signifie éthiquement, légalement, philosophiquement. On développe des IA de plus en plus puissantes sans avoir de théorie solide de la conscience qui nous permettrait de savoir si elles souffrent, si elles ont des droits, si elles veulent quelque chose dans un sens réel du terme. Et pendant ce temps, notre planète se réchauffe, notre biodiversité s'effondre, nos réserves de ressources s'épuisent et on n'a pas encore mis un pied humain sur Mars. Feynman aurait dit « Voilà le problème avec les humains. Ils sont brillants à court terme et catastrophiquement myopes à long terme. Ils construisent des fusées mais ne se mettent pas d'accord sur où elles doivent aller. Ils explorent les neurones mais ne se posent pas la question de ce que tout ça signifie pour leur avenir collectif. Et la question de l'esprit est au cœur de tout ça. Parce que tant qu'on ne sait pas ce que l'esprit est, on ne sait pas ce qu'on risque de perdre si on s'éteint. On ne sait pas ce qu'on porte comme trésor dans ces crânes fragiles, posés sur cette planète fragile orbitant autour d'une étoile fragile qui, dans 5 milliards d'années, va gonfler et avaler toute trace de notre existence. Bueno, laisse-lui maintenant te parler de quelque chose de concret. Supposons un instant, juste pour voir où ça mène, que la théorie de Penrose et Amroff soit correcte. Que la conscience émerge de processus quantiques dans les microtubules neuronaux.
Qu'est-ce que ça changerait pratiquement? D'abord, ça signifierait que la conscience est liée aux lois fondamentales de la physique quantique, qui sont elles-mêmes les lois les plus profondes qu'on connaisse dans l'univers. Elle serait tissée dans le tissu même de la réalité physique, pas juste un épiphénomène de la chimie du cerveau. Deuxièmement, ça ouvrirait des pistes pour la compréhension des états altérés de conscience, l'anesthésie, les expériences de mort imminente, la méditation profonde, certaines formes de psychose. Parce que si la conscience est quantique, elle est potentiellement sensible à des perturbations d'un type que les modèles purement électrochimiques ne capturent pas. Troisièmement, et c'est là où ça devient vraiment science-fiction, mais rigoureuse, ça pourrait avoir des implications pour la question du téléchargement de la conscience. Si ta conscience est un phénomène quantique, alors le simple fait de copier bit à bit les connexions neuronales de ton cerveau ne suffirait peut-être pas à la transférer. Parce que les états quantiques ne peuvent pas être copiés parfaitement. C'est ce qu'on appelle le théorème de non-clonage quantique, démontré en 1982 par William Waters et Wojciech Zurek. Tu ne peux pas copier un état quantique inconnu sans le détruire dans le processus. Ce qui signifie que si ton esprit est quantique, ta conscience est peut-être radicalement, irréductiblement individuelle. Impossible à dupliquer, impossible à télécharger. Unique dans l'univers d'une façon encore plus profonde qu'on ne le pensait. Et ça soulève une question vertigineuse, une de celles dont Feynman raffolait parce qu'elle semble bête mais explose dès qu'on les regarde vraiment en face. Si ta conscience est un état quantique unique et non clonable, alors quand tu meurs, qu'est-ce qui disparaît exactement? Espera, ne réponds pas trop vite, parce que en physique quantique, les états se transforment, mais l'information, elle, se conserve. C'est le principe de conservation de l'information quantique qui est l'un des principes les plus fondamentaux de la physique moderne. Stephen Hawking lui-même a dû finalement se rendre à l'évidence après des décennies de résistance. Même les trous noirs ne détruisent pas l'information, ils la encodent d'une façon extraordinairement complexe à leur surface. Si l'information se conserve toujours, alors l'information qui constitue ta conscience, cette configuration quantique unique, ne disparaît-elle pas vraiment à ta mort? Elle se transforme, elle se diffuse. Elle se réencrypte dans la matière et l'énergie d'une façon que nos instruments actuels ne savent pas lire. Est-ce que ça constitue une forme de vie après la mort? Feynman te dirait doucement. Cette idée est fascinante, mais elle ne constitue pas encore une théorie scientifique vérifiable. Et avant de l'appeler vie après la mort, tu dois définir exactement ce que tu entends par là et trouver un moyen de l'attester. Il aurait raison. Mais il ajouterait probablement, avec ce sourire en coin, et c'est exactement pour ça que cette question est parmi les plus importantes et les plus fascinantes que la science ait jamais eu l'audace de poser. Maintenant, voici quelque chose d'encore plus concret, quelque chose qui se passe en ce moment même pendant que tu écoutes ces mots. Il existe un phénomène extraordinaire qu'on appelle la neuroplasticité. Ton cerveau n'est pas une structure fixe. Il se reconfigure en permanence en réponse à tes expériences, à tes pensées, à tes apprentissages. De nouvelles connexions synaptiques se forment. Des connexions inutilisées s'affaiblissent et disparaissent. Le cerveau que tu avais il y a 10 ans est physiquement différent du cerveau que tu as aujourd'hui. Pas seulement en termes de vieillissement, mais en termes de structure, d'architecture, de réseau. Et le fait extraordinaire est le suivant. La nature et la direction de cette reconfiguration dépendent en grande partie de ce que tu choisis de faire de ton attention. Si tu passes tes journées à des activités passives et répétitives, ton cerveau se configure d'une certaine façon. Si tu l'exposes régulièrement à des défis intellectuels, à de la nouveauté, à de la curiosité active, il se configure d'une façon profondément différente. Feynman en était la démonstration vivante. Il jouait des bongos, il craquait des coffres-forts pour le plaisir, il apprenait des langues, il faisait de la biologie, de la chimie, de la physique, de la peinture. Il le faisait parce qu'il aimait ça, mais aussi sans peut-être le formuler en ces termes, parce qu'il savait instinctivement que la curiosité est un muscle. Plus tu l'exerces, plus il est fort. Et plus il est fort, plus le monde te révèle de profondeur. Et ça a des implications directes sur la question de l'esprit.
Si ton esprit est au moins partiellement une propriété émergente du réseau neuronal, alors cultiver l'étendue et la profondeur de ce réseau, c'est littéralement enrichir ton esprit dans un sens physique, matériel, mesurable. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la biologie, ce qui signifie que la curiosité n'est pas un luxe, c'est une nécessité évolutive. C'est l'outil principal que l'espèce humaine a développé pour s'adapter à des environnements changeants. Et dans un monde qui change à la vitesse où le nôtre change actuellement, une espèce qui perd sa curiosité collective est une espèce qui commence à mourir. Avers, voilà le lien avec l'espace, avec les voyages interplanétaires, avec la recherche de vie extraterrestre. L'exploration spatiale n'est pas un hobby de milliardaires. Ce n'est pas un fantasme de scientifiques exaltés. C'est la seule assurance vie à long terme que l'espèce humaine possède. Parce que rester sur une seule planète, c'est mettre toutes ses pièces sur une seule case. C'est une stratégie évolutive catastrophique. Le Terre a été frappé par de grands astéroïdes. Elle le sera encore. Le Soleil, dans environ 5 milliards d'années, se transformera en géante rouge et engloutira les orbites de Mercure, Vénus et probablement la Terre. Il existe des événements cosmiques qui pourraient rendre notre planète inhabitable bien avant ça. Une éruption de supervolcans, une pandémie pathogène hautement transmissible, un impact d'astéroïdes de taille moyenne qui n'est pas encore détecté dans les catalogues actuels. Mais voilà ce qui est le plus troublant. La menace la plus immédiate ne vient pas de l'espace. Elle vient de nous-mêmes, de notre incapacité à penser à l'échelle de siècles et de millénaires, de notre tendance à optimiser pour le trimestre prochain plutôt que pour la génération suivante. Et trouver de la vie extraterrestre, même microbienne, même sous forme de fossiles dans les roches martiennes, changerait tout ça. Parce que ça prouverait que la vie n'est pas un accident rarissime sur une planète exceptionnelle, que la chimie de la vie est universelle, qu'elle émerge partout où les conditions sont réunies. Et si la vie est commune, alors peut-être que la conscience l'est aussi. Et si la conscience est commune dans l'univers, alors peut-être que ce que nous sommes n'est pas un accident cosmique, mais quelque chose de profondément inscrit dans les lois de la réalité physique. Feynman aurait adoré cette idée, pas parce qu'elle est réconfortante, mais parce qu'elle est testable. Il existe en ce moment même des missions scientifiques en cours qui cherchent des signes de vie passée ou présente sur Mars, dans l'océan souterrain d'Europe, la lune glacée de Jupiter, dans les panaches de vapeur, dans Slade, la lune de Saturne. Il existe des télescopes comme le James Webb Space Telescope qui analysent les atmosphères d'exoplanètes à la recherche de biosignatures, oxygène, méthane, vapeur d'eau en combinaison qui ne peuvent s'expliquer que par des processus biologiques. Si demain matin on détectait une biosignature claire dans l'atmosphère d'une exoplanète à quelques dizaines d'années-lumière, le monde entier se réveillerait différent ce jour-là. Pas parce que des extraterrestres viendraient nous rendre visite, mais parce que ça transformerait notre façon de nous voir nous-mêmes. D'un accident unique sur un grain de poussière à une variation parmi des millions d'autres dans un univers vivant. Et ça changerait la façon dont on investit dans l'espace, la façon dont on coopère en tant qu'espèce, la façon dont on pense à notre avenir collectif. Parce que voilà la vérité que Feynman n'aurait pas hésité à dire à voix haute, même si ça froissait quelques plumes. En ce moment, l'espèce humaine se comporte comme si elle avait tout son temps. Comme si la Terre était éternelle et stable. Comme si l'intelligence était garantie de persister indéfiniment sur cette planète. Elle ne l'est pas. Et chaque décennie qu'on passe, sans développer sérieusement les capacités de voyage interplanétaire habité, sans diversifier la présence de vie consciente dans le système solaire, est une décennie de risque inutile. Pour la seule chose dont on soit sûr qu'elle existe dans l'univers, une conscience capable de se demander où elle est. Bueno, laisse-lui maintenant revenir à la question initiale avec tout ce qu'on a construit ensemble. Où existe réellement ton esprit, Avers? La réponse honnête est « on ne sait pas encore complètement ». Et c'est une réponse que tu dois apprendre à trouver belle plutôt qu'insatisfaisante. Ce qu'on sait, ton esprit émerge au minimum d'un réseau de 100 000 milliards de connexions synaptiques dans un cerveau qui a mis 4 milliards d'années d'évolution à atteindre sa forme actuelle. Ce réseau est plasticien, dynamique,
reconfigurable. Il est influencé par chaque expérience, chaque pensée, chaque curiosité que tu lui offres. Ce qu'on soupçonne avec de plus en plus de sérieux, des processus quantiques jouent peut-être un rôle dans la génération ou l'amplification de l'expérience consciente. Ce qui lierait ton esprit aux lois les plus profondes de la physique de l'univers. Ce qu'on ne peut pas encore exclure, que la conscience est une dimension qui dépasse la simple électrochimie cérébrale, que le cerveau soit peut-être un organe de réception autant que de génération, et que la mort biologique ne soit peut-être pas la fin absolue de l'information qui constitue ce que tu appelles toi. Et ce qu'on sait avec une certitude absolue, la conscience humaine, cette chose extraordinaire, rarissime peut-être à l'échelle de l'univers, est mortelle au niveau individuel et potentiellement mortelle au niveau collectif si on ne fait rien. Chaque étoile que tu vois la nuit est un soleil. Certains ont des planètes. Certaines de ces planètes ont peut-être de l'eau liquide. Certaines ont peut-être de la vie. Certaines ont peut-être des esprits qui regardent leur propre ciel nocturne et se posent la même question que toi ce soir. Mais tu ne le sauras jamais si tu ne regardes pas. Si tu n'investis pas dans les télescopes, dans les fusées, dans la physique fondamentale, dans la neurologie de la conscience, dans toutes les branches de la science qui cherchent à comprendre ce que tu es et d'où tu viens et jusqu'où tu pourrais aller. Feynman disait « La récompense de chercher, c'est de trouver, pas seulement la réponse, mais la profondeur inattendue du problème. Le fait que chaque réponse ouvre 10 nouvelles questions. Et chacune de ces nouvelles questions est un couloir de plus dans ce labyrinthe magnifique qu'est la réalité. Et lui, il vivait ça comme une joie, pas comme un fardeau, pas comme une anxiété. Comme la joie la plus pure qu'un être humain puisse connaître, la joie de ne pas savoir et de partir à la recherche. Alors, voici la réponse qu'il t'offrirait ce soir si tu lui posais la question les yeux dans cette petite pièce silencieuse où tu te trouves peut-être en ce moment. Ton esprit existe là où ta curiosité le porte. Il existe dans la question que tu n'arrêtes pas de te poser au fond de la gorge, dans cette tension discrète que tu portes depuis que tu as commencé à écouter. Il existe dans les connexions que tu formes quand tu apprends quelque chose de nouveau, dans les synapses qui se renforcent quand tu regardes le ciel nocturne et que tu te demandes ce qui se trouve là-haut. Il existe dans le fait que toi, ici, maintenant, tu es capable de te demander où tu es. Ce qui est, si tu y réfléchis vraiment, quelque chose d'extraordinairement précieux dans un univers qui, à l'échelle cosmique, est constitué de roches, de gaz et de vide. Tu es la façon dont l'univers s'observe lui-même. Carl Sagan le disait, Feynman le pensait. Nous sommes de la poussière d'étoiles qui s'est organisée d'une façon suffisamment complexe pour regarder en arrière et se demander d'où elle vient. Et si c'est tout ce que nous sommes, si c'est la seule chose vraie parmi toutes les théories, toutes les hypothèses, tout le vertige philosophique de cette conversation, eh bien c'est déjà vertigineux. C'est déjà magnifique. Et c'est déjà plus que suffisant pour justifier de tout faire pour que cette chose remarquable qu'est la conscience humaine survive, se développe, se répande dans le cosmos et continue de poser ces questions dans 1000 ans, dans 10 000 ans, dans des mondes qu'on n'a pas encore imaginés. Parce que le silence de l'univers n'est peut-être pas un signe que la conscience est rare. Peut-être est-ce simplement le fait que nous ne l'avons pas encore cherché avec assez d'ardeur, avec assez de moyens, avec assez d'urgence. Et peut-être que cette question « Où est réellement mon esprit ?» est la première question que toute civilisation doit se poser avant d'avoir le courage de lever les yeux et de dire « Allons-y, il y a quelque chose là-dehors. » Et nous devons le savoir. Feynman aurait souri à cette idée. Il aurait peut-être battu un rythme sur la table avec ses paumes ouvertes, comme il faisait toujours quand quelque chose l'excitait vraiment. Et il t'aurait dit « Alors, qu'est-ce que tu attends ?